D'agir. Je me dirige vers Coralie Richaud. Donc on vient d'avoir deux témoignages très pragmatiques sur deux terrains très différents d'ailleurs, d'une façon de retrouver de l'horizontalité dans l'action collective. Vous vous êtes intéressé à l'impact de l'horizontalité provoquée par l'existence des réseaux sociaux sur la façon dont les citoyens construisent leur rapport avec les institutions. Merci. Alors, merci à tous déjà. Alors, première chose, moi quand vous... Oui, d'accord. Donc, quand vous m'avez envoyé le mail pour me demander si j'étais dispo, l'idée de transition, moi, de prime abord, ça m'a fait penser, parce que je suis publiciste, donc je suis juriste, personne n'est parfait, mais ça m'a fait penser aux transitions constitutionnelles. En gros, cette idée de temporalité, de rupture, à un moment donné, il y a une rupture qui fait qu'on change de constitution, on change de régime. Dans la transition, alors normalement on a l'habitude de classer ces transitions selon trois modèles. La transition constitutionnelle qui se fait au sein d'un même régime, souvent c'est le cas de Bonaparte, c'est pour lui conférer plus de pouvoir. Deuxième cas de figure, c'est des transitions qui sont issues d'une révolution en interne. Donc nous, c'est tout ce qui s'est passé post-Révolution française. Et enfin, ce qui est plus anecdotique, c'est les transitions issues d'un conflit extérieur. Okay. Donc là, dans le cadre de cette transition-là, on n'est dans aucun des cas de figure que l'on a l'habitude, nous, en droit en tout cas, de connaître. Et c'est pour ça qu'il est important, à mon avis, de se pencher sur ce qui s'est passé, notamment à l'étranger, dans le cadre de ce qu'on appelle la révolution de Jasmin, etc., où on a eu des ruptures, des transitions constitutionnelles sur la base de mouvements contestataires qui ont été portés par les réseaux sociaux. Alors, à mon sens, pour la transition écologique et dans sa globalité, il faudrait peut-être du coup s'inspirer, alors peut-être pas s'inspirer, mais en tous les cas, vraiment prendre conscience de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et comment ça a fonctionné, et notamment dans la capacité qu'ont les réseaux sociaux finalement à hisser les gouvernants à la hauteur les gouvernés à la hauteur des gouvernés. On le sait, je ne vais pas le répéter, la démocratie représentative, on a un mouvement ascendant, c'est-à-dire nous, on élit nos représentants, et ensuite, une fois qu'ils prennent les décisions, elles s'appliquent de manière descendante à leurs administrés, aux représentés. Donc, on a une logique verticale, et les réseaux sociaux, par définition, c'est une logique horizontale où on est tous placés sur un même pied d'égalité. Alors, d'égalité virtuelle, hein, qu'on soit bien d'accord. Et les réseaux sociaux ont finalement très tôt été les vecteurs, les véhicules des contestations portées notamment à l'étranger. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont pu être ces véhicules, ces ascenseurs contestataires ? Premièrement, à mon sens, parce qu'ils ont permis de raccourcir le nombre d'intermédiaires. Rapidement, à l'époque, en 1967, Milgram fait une expérience, il essaie de faire... Il donne des courriers à 296 personnes et il veut voir combien d'intermédiaires sont nécessaires pour que les personnes puissent récupérer les envois. À l'époque, c'est l'hypothèse du petit monde de Carnegie, il faut 6 personnes pour que le lien se fasse. Avec les réseaux sociaux, on a raccourci ça à 2 personnes. Okay. Donc on a considérablement raccourci le nombre d'intermédiaires. Et deuxièmement, à mon sens, Internet et plus précisément les réseaux sociaux c'est dans leur ADN d'être contestataire. C'est un espace par définition contestataire. Alors, il y a une citation que j'adore. Alors, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Il s'appelait John Barlow. C'était le parolier des Grateful Dead, donc un groupe de punk rock des années 70. Et en 1995, il avait précisément fait la déclaration d'indépendance du cyberespace. Et franchement, je ne résiste pas à vous lire au moins le début, parce que je trouve que c'est assez révélateur de la manière dont a été pensé, construit le net, et, à mon sens, sur lequel surfent finalement les réseaux sociaux. Donc il disait en 1995, gouvernement du monde industriel, vous géants fatigués de chair et d'acier, je viens du cyberespace, le nouveau domicile de l'esprit. Au nom du futur, je vous demande à vous du passé de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous, vous n'avez pas de souveraineté où nous nous rassemblons, nous n'avons pas de gouvernement élu et il est improbable que nous en ayons un jour. Aussi, je ne m'adresse à vous avec aucune autre autorité que celle avec laquelle la liberté s'exprime. Je déclare l'espace social global que nous construisons naturellement indépendant des tyrannies que vous cherchez à nous imposer. Vous n'avez aucun droit moral de nous dicter votre loi et vous ne possédez aucun moyen de nous contraindre que nous ayons à redouter. Et alors la phrase qui pour moi est la plus révélatrice,
Il précisait plus loin, nous sommes en train de former notre propre contrat social. Et à mon sens, les réseaux sociaux participent à la création d'un contrat social version 2.0. Alors je m'explique parce que Jean-Jacques Rousseau et d'autres l'ont théorisé bien avant. Donc c'est l'idée d'un passage d'un état de nature à un état civil. Donc dans l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Alors selon comment on le voit, que ce soit Hobbes, Locke ou Rousseau, ils n'ont pas la même vision, la même description de cette fiction qu'est l'état de nature. Et à mon sens, on peut retrouver cette forme d'état de nature dans la dimension contestataire au sens individuel sur les réseaux sociaux. Je pense que vous avez tous un jour ou l'autre été sur des réseaux sociaux et vous avez vu des gens se déchaîner à titre complètement individuel en faisant part de leur passion et non pas de leurs idéaux. C'est des humeurs très personnelles sur leur vie en général. Et donc là, on retombe dans une logique de l'état de nature où il faut être puissant sur le réseau, il faut avoir un certain nombre de followers, un certain nombre de likes. Même les influenceurs, finalement, sur Instagram, ils sont puissants sur le réseau parce qu'ils ont des millions d'abonnés. Et si vous avez 0 abonné, ce qui est mon cas, par exemple, vous êtes un parfait inconnu sur... Bon, moi, c'est volontaire, mais vous êtes un parfait inconnu, vous n'avez aucun poids dessus. Donc, dans sa dimension individuelle, les réseaux sociaux, finalement, ils participent à cultiver une forme d'amour de soi aussi, parce qu'on est content de se faire liker. On se dit, ah, c'est bien, je suis beau, je suis belle, j'ai posté une belle photo, les gens m'apprécient. Donc, il y a une certaine forme de vanité aussi, qui est présente aussi dans les descriptions qu'on peut avoir de l'état de nature. Et enfin, dernier élément important, c'est cette idée de puissance. Et donc, qui dit puissance dit inégalité. Okay, donc, toute la fiction du contrat social, c'est de passer de cet état de nature qui est inégalitaire à une société, un état civil dans lequel la loi, justement, serait là pour remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et là où, à mon sens, les réseaux sociaux sont porteurs... permettent justement d'atteindre ce passage de l'état de nature à un nouvel état, on va dire, civil, c'est quand la contestation est fondée sur une contestation qui est collective. À ce moment-là, les réseaux sociaux, parce qu'ils sont transfrontaliers, viraux, voilà, ça va à une allure folle, ils sont capables de hisser la contestation des gouvernés à hauteur des gouvernants, et allant même parfois à casser ce lien de verticalité, type par exemple la révolution de Jasmin, où on a carrément changé d'ordre juridique. Alors, ce n'est pas toujours le cas, on ne change pas forcément toujours de modèle. Il y a par exemple la contestation des parapluies d'Hong Kong en 2014. Il y avait aussi au Népal, il y a un nouveau parti qui s'est créé, le parti népalais, le Népalais pragmatique. Bon, la création de ce parti politique est née via les réseaux sociaux. Donc ça peut aboutir au moins à une forme de concurrence des gouvernés. Et là où je rebondirai sur ce que vous dites sur la crise des Gilets jaunes, à mon sens, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas de représentants. Donc, le problème, c'est que nous, on est dans une démocratie représentative, donc il faut à un moment donné qu'il y en ait un qui parle au nom d'eux, au nom de tous. Or, là, comme ils ne sont pas arrivés à consolider la contestation d'un point de vue collectif, parce qu'il y a tellement de divergences entre eux, ils se tirent tous dans les pattes, effectivement, le mouvement a du mal, en tous les cas, à être porté par les réseaux sociaux comme étant, à les hisser, en tout cas, au niveau des gouvernants. Donc, pour mon sens, ils sont un petit peu... il y a une brèche pour eux, soit ils arrivent à se remobiliser et à se coaliser, je ne sais pas comment on peut dire, et là, auquel cas, le mouvement peut effectivement perturber un petit peu le fonctionnement classique, vertical de la démocratie représentative. Or, si ça en reste à une échelle purement individuelle, alors à ce moment-là, ça va rester comme vous et moi, si on poste n'importe quoi sur les réseaux sociaux, un flop, quoi. Ça ne va rien faire et ça n'apportera rien à personne. Donc voilà, c'était les deux petits éléments que je voulais aborder pour vous faire part de ces réflexions. Merci beaucoup.